Merci pour l'invitation, merci d'être venu malgré le froid et j'espère pouvoir un peu vous raconter qu'est-ce que c'est que cette histoire de la famille par contrat, un ouvrage que j'ai publié au PUF avant la pandémie. Euh, à l'origine, c'était un peu aussi pour montrer un autre visage de l'organisation familiale à mes étudiants de troisième année en droit de la famille. Et puis, je me suis dit, bon, c'est un ouvrage qui est aussi adressé à un public plus général parce que, effectivement, la question familiale concerne tout le monde. Tout le monde a une famille, tout le monde provient d'une famille, tout le monde aspire à fonder une famille. Et la question est très intéressante en ce sens que, en très peu de temps, notre société, et en particulier notre droit, le droit français, mais aussi le droit continental, a évolué à un point qu'on ne sait plus ce qui fait famille. Et on n'arrive plus à trouver une définition consensuelle, on n'arrive plus à trouver une définition unifiée de ce que c'est que la famille, en tout cas sur le plan juridique. Quand j'ai commencé mes études des droits il y a une quarantaine d'années dans mon pays d'origine, le mariage était un sacrement. Le mariage religieux permettait de produire des effets civils, c'est-à-dire que le prêtre envoyé à la mairie, je parle des années 80, je suis entré à la fac des droits de Buenos Aires en 1979, je fais les prépas, et en 80, j'ai commencé la première année de droit, et en troisième année, j'avais droit de la famille appelé droit romain. Et donc, le mariage était un sacrement. L'officier d'état civil pouvait recevoir directement l'acte de mariage de l'Église. Et la seule chose que l'officier d'état civil à la mairie faisait, c'était inscrire l'acte de mariage religieux. Donc c'était comme ça jusqu'à l'année 1993, où il y a eu un changement de la Constitution. Dans mon pays, évidemment, un pays latin très influencé par l'Espagne et l'Italie, qui avait le même régime de droit canonique. C'était en 1993 où, pour la première fois, on pouvait élire un président de la République qui n'était pas catholique, pour vous dire combien les choses ont changé. Donc, effectivement, quand je commençais à étudier en tant qu'étudiant à la faculté de droit la famille, tout était clair. La famille était naturelle, elle était consacrée par la Constitution. Quand j'avais fait du droit constitutionnel comparé, toutes les constitutions d'Europe et de l'Occident donnaient une définition de la famille comme cellule naturelle de la société, fondement de la société, contrat naturel pré-étatique et pré-social. Enfin, il y avait une conception de la famille qui était, comment dire, naturelle. La famille allait de soi, était évidente. Mais cette évidence s'estompe très rapidement en France, avec la première grande révolution qui va produire des effets en matière de filiation ou en matière de droit à ne pas procréer, qui est la légalisation de la pilule contraceptive en 1967, qui va marquer, de mon point de vue, une très grande révolution, puisque pour la première fois, il n'y aurait plus une fatalité biologique de la procréation. Effectivement, la procréation va apparaître désormais, ou dorénavant, plutôt comme un choix, ou comme une décision de la femme, du couple, ce qui n'était pas le cas jusqu'à cette légalisation en 1967 en France, et puis c'était à la fin des années 60, début des années 70, que tout ceci s'est produit dans différents pays européens, que ce soit l'Allemagne, le Royaume-Uni, qui est un peu plus avancé dans la matière, on en parlera, l'Italie, c'est bien plus tard. Et donc la maîtrise de la reproduction va produire un premier grand bouleversement. Et ce premier grand bouleversement aura des conséquences juridiques et des conséquences sociales, parce que quand je dis juridique, il faut penser que le droit n'est autre chose qu'une norme sociale. Enfin, le droit ne vient que cristalliser les choses qui arrivent dans la société. C'est-à-dire, nous, on court derrière les changements sociaux. Et nous plaise ou pas, nous juristes, que ce soit les magistrats, que ce soit nous les professeurs de droit, que ce soit les avocats, nous devons faire avec la réalité sociale. Et la norme sociale évolue, ou la norme sociale change, et le changement de la norme sociale produit souvent un changement de la norme juridique. Et quand la norme juridique ne change pas, il y a un conflit social, et nous voyons ces conflits émerger dans une jurisprudence qui est abondante,
en particulier en France, par exemple, toute une jurisprudence à la fin des années 60, début des années 70, qui était la question de ce qu'on appelait à l'époque les enfants bâtards, les bâtards. Bien sûr, on ne parle plus de bâtards, mais c'était l'expression un peu péjorative, mais c'était même consacré par le droit, évidemment avec toujours une origine canonique, considérant qu'il y avait une filiation légitime, et l'espace de légitimation de la filiation était le mariage. Bien évidemment, surtout le mariage canonique, dans la tradition catholique. Mais dans la tradition catholique, et c'est intéressant quand on fait l'histoire du droit, dans la tradition catholique, et surtout dans le droit canonique, il y avait une interdiction de l'adoption. Donc l'adoption était interdite, il n'y avait pas la possibilité d'adopter. En France, c'est Napoléon qui réintroduit les systèmes d'adoption romains, c'est-à-dire qu'on puisse faire des enfants qui sont étrangers à nous d'un point de vue biologique, nos propres enfants, par l'adoption. Ça n'existait pas en droit canonique. Et pourquoi ça n'existait pas en droit canonique? Puisqu'en droit canonique, on avait une conception, à côté de la conception charnelle de la filiation, on disposait en droit canonique d'une conception spirituelle de la filiation. Et quand on fait du droit canonique, comme j'ai eu la chance finalement de le faire, parce qu'on pratiquement ne fait plus de droit canonique, et quand on ne fait pas de droit canonique, on ne sait pas d'où viennent nos institutions. Quand on fait le droit canonique, on se rend compte qu'en effet, le baptême produit une filiation spirituelle. Et pour le droit canonique, la marraine et le parrain ont une fonction qui est bien plus importante que la fonction du père et de la mère. Et donc, le droit canonique considérait qu'il y avait déjà une forme d'adoption spirituelle avec le parrain et la marraine. Donc, si quelqu'un voulait avoir un enfant, il suffisait de passer par le système du parrainage, et qu'effectivement, pour l'Église, c'était plus important l'éducation spirituelle que l'éducation matérielle. Voyez-vous donc qu'il a fallu attendre le 19e siècle pour revenir à une institution qui était très développée en droit romain, qui était l'adoption, qui était même en droit romain plus important que le droit de la biologie, puisque vous savez que les Romains utilisaient l'adoption non seulement pour l'organisation familiale, mais les Romains utilisaient l'adoption aussi pour la succession de l'empereur. Donc l'empereur pouvait adopter son propre successeur, qui devenait lui-même, ayant aucun rapport, aucun lien biologique ou lien de filiation avec l'empereur, il était considéré comme son fils, et il pouvait donc devenir empereur lui-même par l'adoption. Donc l'adoption à Rome est une institution à la fois politique et de droit civil. Bien évidemment, non seulement on pouvait adopter, mais le père, le pater familias, avait en droit romain un droit des vies et des morts sur l'enfant. Donc c'était très intéressant d'un point de vue symbolique comment s'est passé à Rome l'organisation juridique de la filiation. Donc quand l'enfant était né, donc la mère donnait naissance à l'enfant, le vieux adage latin mater sempre certa est, donc la mère est toujours certaine, pater is est qui nuptias demonstrat. Donc le père est le mari de la mère. Bien. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas la preuve d'ADN. DNA. Bon, la preuve d'ADN n'existait pas. Comment on pouvait prouver que l'enfant était l'enfant légitime? Donc, le dispositif romain de la légitimation n'est passé nullement par la biologie. Le système romain de la filiation, de la légitimation de la filiation, ou de la filiation légitime, passait par l'institution du mariage. C'est les mariages qui produisaient des enfants légitimes. Par un mécanisme à la fois de présomption de paternité, c'est-à-dire le père passe un accord implicite avec la femme, accord implicite qui va produire un effet, l'effet est qu'il va lui accepter les enfants que la femme va accoucher. Donc c'est on appelle en droit la fictio legis. Il se peut que l'enfant ne soit pas du tout l'enfant biologique du pater familias. Mais peu importe, la fiction juridique permettait de légitimer un enfant, qui pouvait être tout à fait un bâtard, mais on ne savait pas. Bon, sauf s'il y avait quand même une grande... après, il y avait des actions quand il y avait des enfants un peu métis qui arrivaient. Et c'était pas très normal. Normalement, par la présomption de paternité, le père est produit comme une sorte d'adoption intérieure, enfin, ou accepte de devenir par la loi le père des enfants que la mère accouche. Et donc, le système de la présomption de paternité impliquait, en droit romain, une autre institution
qui est devenue par la suite une institution morale, mais qui n'avait pas du tout une dimension morale à l'époque, qui était la fidélité. Dans l'obligation des fidélités. L'obligation des fidélités nous vient également du droit romain, et existe toujours en droit français, cette obligation des fidélités, qui implique donc un aspect positif et un aspect négatif. L'aspect positif, c'est obligation d'entretenir des rapports sexuels avec le conjoint, et l'aspect négatif, s'abstenir d'entretenir des rapports sexuels avec d'autres personnes en dehors du conjoint ou la conjointe. Pourquoi? Mais c'est devenu moral. Quand on dit fidélité aujourd'hui, c'est presque un principe moral. L'adultère n'est pas bien, enfin l'adultère n'est pas censuré juridiquement. Mais on imagine que ça. Mais d'un point de vue juridique et d'un point de vue historique, c'était pas du tout un principe, une norme morale. Pourquoi les Romains ont inventé cette obligation de fidélité? Parce que s'il n'y avait pas une obligation de fidélité, les principes de la présomption de paternité tombaient à l'eau. Puisque si vous obligez à cet homme, par une fiction juridique, à adopter tous les enfants que la mère va faire naître, eh bien, la loi suppose que ces enfants sont les enfants du mari. Et comment on peut faire valoir cette fiction appuyée dans une certaine réalité? Par l'interdiction de l'adultère. Et puis, ça existait, cette différence d'adultère entre l'homme et la femme, jusqu'à très récemment, même en droit français, puisque l'adultère était constitué pour l'homme quand il avait la concubine qui habitait sous son toit, les toits de la famille, en fait. Il fallait que l'homme vienne vivre avec son amante, sa concubine, dans la maison familiale. Ça vient aussi du droit romain. En revanche, un seul acte sexuel pour la femme constituait donc l'adultère. Pourquoi? C'était pas du tout, aujourd'hui on dit, bon, c'est peut-être un point de vue sexiste, sûrement parce que les Romains ne croyaient pas à l'égalité des sexes, bien évidemment. Mais c'était surtout parce que les Romains savaient très bien qu'un acte sexuel pouvait faire devenir l'homme père d'un enfant qui n'était pas le sien. Mais concernant une femme, il fallait que cette femme vienne vivre avec le pater familias, c'est-à-dire que socialement les gens sachent que lui, il était avec une autre femme. Voyez-vous? Donc, tout se passe comme ça. L'enfant naît, et il y a donc un rite romain qui est très intéressant d'un point de vue de l'établissement de la filiation juridique. La filiation est un acte naturel, est un acte de nature, mais pour les Romains, c'est surtout un acte de culture. Pourquoi? Parce que quand l'enfant est né, non seulement par cette présomption de paternité, il est supposé être l'enfant du père, du pater familias. Pensez-vous que le pater familias était, en quelque sorte, l'autorité du foyer, comme l'empereur était l'autorité de l'empire, à l'époque impériale, évidemment, comme l'autorité de la République. C'était une petite autorité. Et cette petite autorité faisait la loi, évidemment. Il était un peu l'empereur du foyer. Et comme tel, quand l'enfant naît, il a un droit. Et ce droit, c'est les ius exponendi. Qu'est-ce que c'est que ces droits? Comme on considère que le lien de la mère avec l'enfant est un lien naturel, puisque c'est elle qui accouche, et c'est elle qui l'a porté 9 mois dans son ventre, l'homme, pour que le lien puisse s'établir, ces liens doivent non seulement être préconstitués par la présomption de paternité, mais aussi par un acte symbolique de reconnaissance de l'enfant dans le domus, dans le foyer familial. Et dans le pater familias, sortez avec l'enfant, 99%, il y aurait 9, je pense, des cas, il sortait avec l'enfant, une nuit de froid, mais l'enfant devait être toujours nu. Donc, il présentait l'enfant, il l'exposait en dehors de la maison, et là, il y avait donc les suspens. On ne savait pas ce qu'il allait faire. Ce qu'il pouvait faire, c'était l'abandonner. L'enfant mourrait, évidemment, parce qu'il ne pouvait pas survivre, ou décider de rentrer avec l'enfant à la maison. Du moment où, après ces droits ius exponendi, qu'il a de montrer l'enfant au monde, à l'extérieur, au monde extérieur, et se tourne pour entrer dans les domus, dans la maison, du moment qu'il franchit la porte de la maison, cet enfant est automatiquement l'enfant du pater familias.
Donc c'est un acte culturel qui produit la paternité, et l'acte maternel est un acte des natures, et par la présomption du droit, va devenir à la fois l'enfant de la mère et du père. Tout fonctionne à peu près comme ça, à Rome, et bon, bien évidemment, il y avait l'adoption. Mais l'adoption des Romains, et je vous raconte tout ça parce que il y a eu après tout un changement pendant le Moyen-Âge, et moi je retrouve, parce que j'ai fait l'histoire du droit, et je côtoie les archives, et ce qui m'intéresse, et je vais vous expliquer pourquoi ça m'a beaucoup intéressé les cas français, c'est que pendant tous les Moyen-Âge, tout au long du Moyen-Âge, donc il n'y a pas d'adoption, interdiction par la loi canonique. Mais l'adoption à Rome, c'était pas simplement l'adoption qui imitait la nature, en quelque sorte, comme nous l'avons fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on adopte un enfant de bas âge, un bébé. Normalement, on peut adopter évidemment un enfant plus grand, mais si l'idéal de l'adoption, ce que les gens veulent, c'est pour ça qu'avec les accouchements sous X, il y a tous les enfants, à peu près 650 enfants abandonnés par accouchement sous X. Ces 650 enfants qui sont abandonnés tous les ans en France sont des enfants qui sont immédiatement adoptés. Parce que tout le monde veut un nouveau-né. Donc, c'est des enfants qui sont facilement adoptables. Il y a cet idéal, en fait, de un peu faire comme si l'enfant était le mien naturellement. Ça vient du paradigme de l'Occident. Pas des mots du droit romain, mais surtout du droit canonique, que considère que finalement, nos enfants sont les produits de nos capacités reproductives. Bien. Mais à Rome, on découvre que le petit-fils peut adopter son grand-père. Ah, comment ça? Et si, on pouvait le faire. Puisque la finalité, tout comme l'empereur adoptait son successeur. Pourquoi? Parce que la finalité de l'adoption, c'était pas comme aujourd'hui donner un foyer à un enfant. Ça pouvait l'être. Mais c'était beaucoup plus large. La fonction de l'adoption, c'était par exemple, à l'occurrence, quand on voit dans les instituts de Gaius ou dans les corpus iuris civilis, par exemple, des Justiniens, on voit beaucoup d'adoptions avec des petits-enfants qui adoptent les grands-parents. Pourquoi? Parce que ça permettait de régler des problèmes successoraux. En quelque sorte, comme aujourd'hui, ce serait pour ne pas payer l'impôt à la succession. Il vaut mieux que mon petit-fils m'adopte, comme ça, il a toute sa vie devant lui, et moi, de tout ça, quand je serai mort, c'est lui qui aura tout, parce que lui, il est mon adoptant. Donc, les Romains n'avaient rien à faire de l'ordre naturel des choses. C'était surtout l'ordre politique. Ce qui permettait à la fois l'organisation sociale et la grandeur de Rome. Bon, voilà. Donc en fait, ils se sont débarrassés. D'ailleurs, mes étudiants souvent me disent, mais professeur, vous parlez beaucoup des Roms, mais pourquoi vous parlez pas assez de la Grèce? Je dis parce que en droit, c'est étonnant, les Grecs ont pratiquement tout inventé, mais en droit, c'est pas le cas. Mais pourquoi les Grecs n'ont pas tellement avancé en droit? Parce que les Grecs, je vous donne un exemple. Un Romain était un conquérant. Donc les Romains arrivaient à la Galle, arrivaient n'importe où dans ces colonies. Et la chose qui l'intéressait le plus, c'est que les gens, les sujets qui étaient colonisés à l'époque, payent des impôts. C'est la chose qui intéressait les Romains. Après, ils pouvaient adorer les dieux qu'ils voulaient, pouvaient garder les coutumes qu'ils voulaient. La langue administrative était le latin, mais évidemment, pour les démarches administratives, il fallait parler latin, mais pour le reste, il n'y avait pas une unification des langues. Tous les colonies, où les gens utilisaient les langues qu'ils voulaient, bon, c'était assez libéraux. La seule chose, c'était l'impôt. Mais, quand un Grec paye l'impôt, non seulement il paye l'impôt, et la norme grecque, ce qui est l'idéal grec de rapport avec la police, c'est moi je paye l'impôt parce que c'est une obligation. C'est une obligation parce qu'évidemment, ça permet de distribuer la richesse. Mais l'impôt, c'est aussi la grandeur d'Athènes, la grandeur de la police, n'importe laquelle, enfin, prenons Athènes. C'est la grandeur d'Athènes. Donc à la fois, quand je paye l'impôt, je dois être convaincu que c'est bien moralement. Parce que si je paye l'impôt, comme nous le payons nous tous, pas avec gaieté de cœur, si on le paye comme ça parce qu'il faut le payer, eh bien c'est pas bien.
Les Grecs considèrent que ça, c'est pas la norme. La norme, c'est le payer avec choix, tout en sachant que lorsqu'on paye l'impôt, on participe, on contribue à la grandeur d'Athènes. Les Romains se sont dit, peu importe pourquoi les gens payent l'impôt, du moment qu'ils les payent. Ils nous détestent, les Gaulois. Ils nous détestent en Espagne. Ils nous détestent, les Grecs. Mais ils payent les impôts. On sait très bien qu'ils pestifèrent à chaque fois qu'ils viennent payer l'impôt, mais ils les payent. C'est ça qui compte, c'est la forme. Le contenu, peu importe. Et comment ça s'est développé à Rome? Une distinction fondamentale entre la norme juridique et la norme morale. La norme morale devient donc un principe qui va dicter, c'est un principe qui va régir le fort intérieur, et la norme juridique est une norme sociale établie par l'autorité, par la règle de droit, par l'autorité politique, qui est la seule qui a le monopole de l'établissement de la norme juridique. Et cette norme juridique, elle est pas nécessairement en accord avec la norme morale. Les Grecs trouvaient ça barbare. Les Grecs trouvaient que les Romains étaient absurdes. Enfin, comment peut-on imaginer une norme qui ne soit pas fondée sur la morale? D'autant plus que pour les Grecs, la morale était un des chapitres avec la métaphysique les plus importants de la philosophie. Donc, bien évidemment, les Grecs n'avaient même pas la capacité intellectuelle de dissocier la morale du droit. Et cette dissociation qui produit le droit romain va permettre un grand développement économique, un grand développement politique, va permettre donc aux Romains d'utiliser les droits comme un instrument. Comme un instrument qui doit exister pour faciliter la vie des gens dans un ordre établi qui était l'ordre impérial, l'ordre républicain des Roms. C'est tout. Il n'y avait aucune prétention d'adhésion morale, psychologique, enthousiaste, convaincu, non. Souvent, les Romains savaient très bien que les gens appliquaient la norme par peur. Ils savaient très bien comment utiliser la peur et comment déclencher la peur chez les peuples pour pouvoir ainsi chercher et trouver l'adhésion. Bien. La rupture qui produit le Moyen-Âge en matière juridique est un retour un peu à l'idéal grec de fonder la norme juridique sur la loi morale. C'est pourquoi, effectivement, en droit de la famille, il y aura tout un système de préceptes du droit canonique qui viennent de la morale chrétienne. Et dans la morale chrétienne, on a, bien évidemment, le modèle par excellence de la famille. La Sacra Familia, la famille de Jésus. Bien que tout à fait particulière d'un point de vue juridique, puisque la mère, elle est mère, mais elle est mère porteuse, puisque le Père, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est un peu comme une clinique californienne qui permet donc d'accéder à la maternité. L'enfant n'est pas biologique, l'enfant est spirituel. Et le mari n'a absolument aucun lien biologique non plus avec cet enfant. Donc il y a une sorte d'adoption, parce que l'ange dit à Joseph, c'est ton fils, Marie n'était pas trompée, donc c'est bien donc le projet de Dieu. Eh bien, de toute façon, même si son origine est un peu incompréhensible, on va l'adopter comme le modèle, pratiquement, l'idéal de la famille. Mais tout ce que je vous raconte de manière un peu ludique, c'est pas sans conséquence, parce qu'effectivement, que Marie soit vierge, que le Christ soit vierge, que Joseph soit vierge, que Anne soit vierge, que Joachim, en français, oui, soit vierge, donc le grand-père de Jésus. C'est parce que ça établit en quelque sorte ce que Foucault appelle donc un dispositif de la sexualité différent du dispositif de l'Antiquité. Et dans ces dispositifs de la sexualité
du Moyen-Âge, de la sexualité chrétienne, le mariage n'est pas l'idéal. L'idéal sexuel du Moyen-Âge, c'est l'abstinence, la virginité, les renoncements à la chair. Donc, bien évidemment, l'exemple le plus paradigmatique, c'est la vie monacale. Mais les chrétiens primitifs considéraient qu'on devait aspirer à cet idéal d'abstinence. Mais Paul, qui est un peu les politiques du monde chrétien, Paul, qui était aussi réaliste, Paul dit quelque chose, eh bien, c'est vrai que c'est un idéal, mais on constate que dans les communautés primitives, un peu de monde tend naturellement à l'abstinence et au renoncement de la chair. Et lui, il dit, dans une épître aux Romains, il écrit donc aux chrétiens de Rome, quand il va se promener dans le Moyen-Orient, qui va arriver plus tard à Rome, il écrit avant aux chrétiens de Rome, il dit, bien évidemment, le mieux, c'est de faire comme nous, donc les apôtres, de ne pas se marier. Mais il vaut mieux se marier que brûler. Il dit comme ça dans la lettre qu'il écrit aux chrétiens de Rome. Et qu'est-ce que c'est donc le mariage depuis? C'est un palliatif qui permet de ne pas brûler, c'est-à-dire de ne pas tomber dans la sexualité comme un acte donc de péché, un acte qui donc, porte l'humain à sa perdition. Donc cet acte est un acte légitime uniquement comme un palliatif à la abstinence et comme un remède contre la concupiscence. Si bien que il y avait un rite très développé en droit canonique de quand on pouvait accoupler l'homme et la femme, dans quelles conditions, dans quel jour, bien évidemment, pas le mois d'avant, normalement c'est jusqu'à même après Noël, même la période des règles de femmes, évidemment la Pentecôte, enfin il y avait à peu près 80, j'avais fait les comptes, c'était 126 jours à peu près où l'homme et la femme pouvaient accoupler en droit canonique. Donc légitimement. Bien, donc le mariage est un palliatif, c'est pas un idéal. Alors que pour les Romains, le mariage était un idéal. Parce que le mariage, c'était l'espace qui permettait de reconstruire à l'intérieur la grandeur de Rome qui existait à l'extérieur. Chaque foyer romain devait reproduire l'ordre par l'autorité, par la filiation, par la transmission patrimoniale. C'est pour ça que pour Rome, le mariage est éminemment patrimonial. Et voyez-vous déjà pourquoi la notion de patrimoine est importante, parce que c'est le lien avec le père et l'argent. Alors que l'aspect matrilinéaire, c'est l'aspect donc biologique, moins important dans une société, évidemment, où les femmes sont, de ce point de vue, subordonnées aux hommes, bien que les dernières études féministes montrent bien que les matrones gouvernaient beaucoup dans les ça, enfin ça a toujours été comme ça. Mais pas évidemment dans la cité. Bien. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'il se trouve que j'ai fait ma thèse en France, j'étais à l'université de Strasbourg, j'avais fait une thèse en philosophie du droit, en histoire du droit, et à un moment donné, je commence à regarder les archives de la Révolution, et je découvre une chose étonnante, c'est que la Révolution française va produire quelque chose d'assez extraordinaire dans l'histoire, parce que c'est le seul pays qui l'a produit, donc c'est-à-dire fin du XVIIIe siècle, la notion constitutionnelle, nous n'avons toujours pas, enfin, il y a un débat maintenant pour constituer l'IVG en France, mais vous savez qu'en France, il n'y a pas de constitution du mariage. C'est un des rares pays où le mariage n'est pas un droit constitutionnel. En droit espagnol, en droit italien, dans les grandes conventions européennes, il n'y a pas donc un droit au mariage, une définition du mariage de nature constitutionnelle. Bien. La Constitution de 1791 définit le mariage pour la première fois, fin donc, du XVIIIe siècle. Et dit, le mariage est un contrat. Et comme tout contrat, il se règle donc par les règles du contrat, c'est-à-dire de la volonté.
bien, complètement en opposition à tout ce qu'avait dit l'Église, à tout ce qui établit le droit canonique, et bien évidemment même, en quelque sorte, en partie, à ce qu'avait établi le droit romain. Enfin, très révolutionnaire. Mais non seulement c'est là, le mariage c'est contracté par notaire. On n'a même pas l'obligation d'aller à la mairie. Imaginez-vous, il y a plus de 2 siècles. Et le divorce, puisque c'est un contrat, peut également se conclure chez les notaires. Bon, ces hommes étaient tellement avancés, imaginez-vous à l'époque, et vous savez que le divorce sans juge, c'est Elisabeth Guigou qui l'a proposé il y a quelques années, enfin il y a même pas 15 ans qu'il existait en France. Avant, on était tous obligés de passer devant le juge. Bon, il n'y avait pas de divorce sans juge, c'est très récent. Mais les juristes révolutionnaires avaient déjà conçu la possibilité d'un mariage éminemment contractuel, et même la rupture, puisque c'est un contrat. Si c'est un contrat, c'est la loi des parties. Si les parties décident de rompre ces contrats, ils peuvent le faire. Évidemment, après, il peut y avoir des dommagements, tout ce que vous voulez, mais c'était pas donc un contrat à durée illimitée. Même pas avec une durée préétablie. Pour qu'il y ait le divorce par consentement mutuel, qui existe déjà à la fin du XVIIIe en France, il a fallu attendre l'année 1975. Voyez-vous? Ça existait dans la période révolutionnaire. Je commence à regarder, je me suis dit, est-ce que les gens, bon, vous savez, tout est relatif, parce qu'après, ça c'est le droit. Après, quand on voit les archives, et quand je commençais à regarder les archives à la fois de Paris et les archives des provinces, je m'aperçois qu'il y a évidemment une certaine élite parisienne, ou des bourgeois des grandes villes, connaissent tout cela et font les choses comme décident de le faire pour des raisons personnelles, puisque la loi le permettait à l'époque. En revanche, dès que vous allez dans des villages, pas du Lot, enfin dans des villages un peu plus ruraux, dans ces mondes ruraux, il y a une prééminence du droit canonique. Les gens, évidemment, continuent à se marier par les règles de l'Église pendant très longtemps. Mais nous, on avait fait, enfin nous, je veux dire, les Parisiens de l'époque avaient fait une loi tellement révolutionnaire sur l'organisation de la vie familiale et filiale. En revanche, les gens qui vivaient dans les campagnes continuaient à vivre avec les coutumes. Et les coutumes étaient organisées par l'Église. Si bien que la Révolution décide de faire quelque chose qui est unique au monde, qu'on appelle la prééminence du mariage civil sur le mariage religieux. J'étais surpris, puisqu'à un moment donné, quand j'étais étudiant en France et je préparais ma thèse, il y a une amie qui allait se marier, qui m'a dit oui, il faut que je demande, donc il faut que j'envoie au prêtre, il faut que j'ai l'acte de mariage. Je dis, comment tu demandes? Le prêtre te demande ici l'acte de mariage. Ah, mais sinon je ne peux pas me marier à l'église. Et je découvre ça, et je vais voir le code pénal, parce que même une infraction pénale, là, si le ministre du culte ne vérifie pas, et l'église vérifie vraiment, vous voulez vous marier par l'église, mais il faut vraiment que vous me portiez les documents qui disent que vous êtes d'abord marié par l'état civil. Ça n'existe pas dans des pays, que ce soit des pays protestants ou des pays catholiques, ça n'existe pas ça. Soit le mariage les mariages religieux produisent des effets civils, soit, si vous allez vous marier, jamais l'Église va vous demander la preuve que vous étiez marié, parce que pour l'Église, les sacrements du mariage est 1000 fois supérieur à la loi de la mairie. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Et non, mais les curés en France, à mon avis, ils sont dû se dire, il vaut mieux quand même qu'on applique la loi de la République, parce que sinon on va nous mettre en prison. Et donc on a établi cette infraction qui est donc l'obligation de la prééminence du mariage civil et l'obligatoriété pour pouvoir célébrer un mariage religieux, de donc passer d'abord par les autorités civiles. La situation est complètement différente, même dans des pays, en Espagne, par exemple. L'Espagne est un pays comme l'Italie, les pays que je connais bien, les pays latins, c'était comme l'Argentine, comme l'Italie, comme beaucoup de pays, qui étaient des pays gouvernés par l'Église sur ces questions. Quand il y a eu les changements de la loi en Espagne il y a une vingtaine d'années, l'Espagne n'a pas
considéré que le mariage religieux de l'Église n'était pas valide, n'a pas pris comme modèle la France. L'Espagne, ce qu'elle a fait, c'est, eh bien, maintenant, vous pouvez vous marier devant le curé, devant le rabbin, devant l'imam, devant l'autorité de votre religion. Et puis, du moment que vous êtes marié, l'autorité religieuse de votre religion envoie à l'état civil l'information du mariage religieux. Et du moment que l'acte religieux est inscrit donc dans les archives de l'office de l'état civil, produit tous les effets du mariage civil. Vous voyez? Donc c'est pas du tout, l'Espagne n'a pas du tout adopté un modèle de prééminence du civil, mais des diversités de tous les mariages religieux, puisqu'évidemment, en Espagne, à l'époque où la loi était canonique, la majorité était catholique, mais enfin, maintenant en Espagne, il y a beaucoup de musulmans, beaucoup de juifs, enfin, évidemment que ça pourrait constituer une rupture du principe d'égalité. Bien. Donc, quand on voit ça, et on se dit, mais quelle révolution! Puis après, on prend le Code civil de Napoléon, quelques années plus tard, pas très longtemps après, enfin c'est en 1804. Et moi, je dis, mais c'est quand même impressionnant. Je regarde toute la dimension patrimoniale du Code civil très libéral. Bien évidemment, on ne peut pas revenir aux corporations, enfin vraiment la prééminence de l'individu, la propriété privée, la protection absolue de la propriété privée, la circulation du patrimoine. La partie patrimoniale du Code civil de Napoléon est très libérale. Mais quand vous commencez à regarder le droit de la famille, dans un chapitre du Code civil qui est consacré à la famille, devient un droit beaucoup plus conservateur de ce qui avait établi la Révolution. Le divorce est accepté parce que lui, il avait intérêt. Et donc, il y a eu une lutte directe avec le pape, puisqu'il voulait garder la possibilité de divorcer. Donc, il voulait pas qu'on puisse en mettre fin au divorce. Mais on a mis tellement de conditions que c'était un divorce pratiquement impossible à réaliser en pratique. Bien. Droit civil patrimonial très progressiste, droit familial très conservateur, en rupture avec ce qui avait été établi quelques années auparavant par la Révolution. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Eh bien, ce qui s'est passé entre-temps, c'est qu'il y a la politique de Napoléon des pacifications, c'est-à-dire la réconciliation avec l'Église. Le Concordat, qui va être signé un an et demi à peu près avant la promulgation du Code civil, oblige donc Napoléon à faire certaines concessions. Et moi, j'ai eu accès à la correspondance. Vous savez que Napoléon a un rapport très conflictuel avec le pape, avec Pie VII. Le pape Pie VII était même prisonnier de Napoléon. Enfin, il a menacé, il a traité d'une manière très, très brutale. Mais il savait très bien que dans la politique des pacifications, il fallait faire quelques concessions à l'Église. Et donc, la seule explication, même les historiens du droit, parce qu'on est toujours très surpris d'un code civil très libéral, sauf en matière familiale, qui est très conservateur, s'explique, et je crois que cette hypothèse est confirmée, s'explique par la concession que Napoléon doit faire à Pie VII. Et la principale concession, c'est d'ordre familial. Donc Pie VII lui dit, en matière de patrimoine, tu fais ce que tu veux, mais en matière extra-patrimoniale, les droits des personnes et les droits de la famille, ça, il va falloir quand même respecter un minimum du droit de l'Église. Et on le voit. Et en fait, quand on regarde tous les juristes qui vont élaborer le Code civil en matière familiale et toute la doctrine des juristes en matière de droit familial et de droit des personnes, vont en quelque sorte agir en réaction aux juristes révolutionnaires. Et ça, on le voit très bien. On voit très bien, donc, à chaque moment, comment un juriste conservateur va décider que, effectivement, les juristes qui avaient constitué les droits familiales à partir de la Constitution libérale et qui ont pensé la famille par contrat, la Révolution, ces bouquins n'est pas d'une grande actualité. La famille par contrat, ça existait déjà il y a plus de 2 siècles en France. Mais les juristes de Napoléon, du Code civil, vont lutter contre la doctrine des juristes. Donc, je récupère
toute cette doctrine des juristes qui vont s'inspirer à la fois du droit romain pour distancier la morale du droit, et aussi à considérer que finalement, les individus sont, eux, autonomes, non seulement pour pouvoir rompre avec l'autorité du roi, non seulement pour pouvoir rompre avec l'autorité du Seigneur et de ce qu'il est attaché à la terre, mais aussi pour rompre avec l'autorité divine en matière familiale. Donc, de ce point de vue, si c'est l'homme qui est, si c'est l'homme, l'être humain, si c'est l'individu qui est souverain, il est souverain également, non seulement en matière patrimoniale, mais aussi en matière extra-patrimoniale. Et ça, on le voit bien reflété dans toute la doctrine droit de la famille des révolutionnaires. Mais après, c'est disparu. Le droit Napoléon devient un peu la grande référence internationale en matière civile, et tout le monde a répété, effectivement, ce qui était établi par le droit napoléonien en matière familiale. Mais c'est pas seulement une question anecdotique. La question est beaucoup plus profonde d'un point de vue anthropologique. Parce que je me suis dit, je vais demander à mes collègues qui font du droit public, parce que moi je suis professeur de droit privé, je vais demander à mes collègues qui font du droit public, et je dis, mais comment ça se passe en matière de grands philosophes politiques de ce qu'on appelle en droit politique le contrat social. Que ce soit Rousseau, que ce soit Locke, que ce soit Bentham, enfin les grands philosophes du contrat social, parce que finalement, la notion du contrat, je l'utilise pour la famille, mais au XVIIIe siècle, même déjà à la fin du XVIIe siècle, on va utiliser cette notion des contrats pour pouvoir établir un système fondé, un système politique fondé, non pas à partir de la soumission, de la subordination de l'individu, qui à l'époque était le sujet du roi, mais penser quelque chose qui était l'ordre de la délégation du pouvoir. C'est-à-dire, nous, peuple, nous pouvons déléguer les pouvoirs parce qu'il y a un contrat social qui nous permet de nous donner, nous, un pouvoir, qui est le pouvoir de déléguer donc l'autorité à la personne qui serait choisie par les voies, non pas de l'ordre divin, mais de l'ordre démocratique. Mais, quand je regarde tous ces théoriciens du politique à partir du contrat, même Rousseau, enfin, ou Locke, n'en parlons pas, je regarde ce qu'ils disent de la famille. Parce que ça, ils parlent de la politique en général, du rapport du sujet qui va devenir citoyen, et du rapport du citoyen au pouvoir, en fonction d'une théorie politique qui n'est plus la théorie de la soumission à l'ordre divin de la monarchie, mais de la délégation du pouvoir par la démocratie, ce que nous faisons tout le temps quand nous participons aux élections. Eh bien, tous ces théoriciens vont considérer que le contrat, que le rapport qu'il y a entre les liens familiaux demeure des rapports d'ordre naturel et pas d'ordre politique. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas penser la famille d'un point de vue politique. Ils continuent, avec même quelqu'un comme Locke, qui va très loin, il n'arrive pas à penser la famille comme une question politique. Il dit, bien évidemment que les liens que les enfants ont avec les parents, les liens que le conjoint ont entre eux, ou les liens que les grands-parents, ou que la famille politique, que sais-je encore, établit, c'est pas un lien du contrat social comme les liens que les citoyens établissent dans la communauté politique vis-à-vis du pouvoir. Non, non, tout ça c'est pré-juridique, tout ça c'est pré-social, c'est naturel. Et donc c'est produit une naturalisation qui avait été, si vous voulez, à une toute petite période de l'histoire du droit civil français, qui était cette période qui va de la Constitution de 1791 au Code civil Napoléon de 1804, juste cette période-là où on a pu penser le rapport familial d'un point de vue conventionnel, d'un point de vue culturel, d'un point de vue, oui, qui n'est pas de l'ordre de la nature. Mais ni les grands théoriciens du politique, ni les juristes napoléoniens qui vont donner après le modèle pour le reste des pays du continent, ne se posent pas la question. La famille est évidente. La famille, elle va de soi. Et bien évidemment que les rapports familiaux sont tellement naturels qu'en droit, quand les choses sont tellement naturelles, on les appelle les choses qui sont gouvernées par l'ordre public.
Eh bien, gouverner par l'ordre public, c'est sortir du contrat. Le contrat, c'est le contraire de l'ordre public, parce que l'ordre public, c'est la norme qui s'impose à nous. Alors que le contrat, c'est la norme que nous créons. C'est la norme que nous construisons avec les autres. Et donc, étonnamment, dans un code éminemment civil, moi je suis professeur de droit civil, je suis professeur de droit privé, eh bien quand je fais, jusqu'aujourd'hui même, du droit de la famille, je me trouve avec des normes, énormément de normes d'ordre public. Et pas seulement de l'ordre public des protections, c'est-à-dire protéger les plus faibles, ça on peut le comprendre. Non, c'est l'ordre public des directions, c'est-à-dire on va dire aux gens la manière dans laquelle ils vont s'organiser en famille. Des choses qui nous semblent aujourd'hui, si je dis la famille est un contrat, et que je suis l'exemple des révolutionnaires, et le contrat, donc, c'est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes, à partir duquel on va créer des droits et des obligations réciproques. Déjà, la première question qu'on peut se poser, si on fait sortir le droit de la famille du chapitre du Code civil consacré au mariage et à la filiation, et on les déplace au droit des obligations, c'est-à-dire tout le reste, on se dit, mais pourquoi le contrat de mariage est un contrat qui est célébré uniquement par deux personnes? Ne parlons pas de la polygamie, parce que la polygamie, c'est pas contractuel. La polygamie, c'est un autre système, c'est un système qui vient d'une autre tradition. Et la polygamie, c'est toujours un homme qui peut avoir plusieurs femmes. Et donc, les femmes ne peuvent pas choisir. Mais si on continue, en fait, le raisonnement purement droit des obligations du droit révolutionnaire appliqué à nos jours, on peut se dire, mais les femmes égales aux hommes, pourquoi ne pas imaginer que le mariage est un acte juridique contractuel dans lequel il peut y avoir 2, 3, 4 personnes? D'ailleurs, la situation s'est déjà posée à la jurisprudence. Quand il y a eu, par exemple, les problèmes de la polygamie, on savait très bien qu'on ne pouvait pas condamner moralement la polygamie parce que le droit ne peut pas condamner moralement. Le droit devait trouver une solution. La solution que le droit français trouve à un moment donné, c'est, eh bien, on va, par exemple, considérer que la pension alimentaire de l'homme vis-à-vis des femmes, si ces hommes sont ici en France et viennent avec un système juridique où la polygamie est autorisée, c'est pas à la communauté française d'assumer la charge de toutes ces femmes. Donc la charge va venir par les pensions alimentaires que cet homme doit à toutes ces femmes, même après le divorce. La seule chose dans un premier moment la Cour de cassation avait accepté, c'était le fait que plus d'une femme, pour les personnes qui venaient donc d'une tradition islamique, pouvaient avoir accès à la sécurité sociale du mari. Mais ça a été limité par la suite. Bon, mais je ne parle pas du tout de ça. Je parle d'autre chose, je parle du libre choix. Et d'ailleurs, la question s'est présentée dans plusieurs pays. Des gens qui disent, ben nous, on vit à 3, ou on vit à 4, ce qu'on appelle aujourd'hui les polyamours. Le polyamour est un mot moderne pour dire quelque chose qui a toujours existé. Soit dans la clandestinité, soit, ça on a toujours connu ça, on sait que ça existe, bien évidemment, mais ce n'était pas permis. Sauf que maintenant, la justice commence à l'autoriser. Pas en France, mais dans d'autres pays. On commence à autoriser que, si 2 femmes avec un homme, ou des hommes avec une femme, ou 2 hommes et 2 femmes décident de se constituer comme participants à un projet familial dans lequel ils s'aspirent tous à avoir les statuts de conjoint, pourquoi pas? Au nom de quoi l'État limiterait donc à 2 personnes le mariage. Ça se pose comme question aujourd'hui. Donc il y a déjà cette rupture avec quelque chose qui nous semblait tout à fait évident, que le mariage, non seulement était de nature hétérosexuelle, mais que le mariage était l'union de 2 personnes de sexe différent. Mais avant d'arriver au polyamour, il y a eu en France le concubinage. Et donc, il y avait déjà un problème qui était intérieur. La jurisprudence est confrontée au problème du concubinage dans les années 50. Et donc, la femme qui n'était pas mariée et qui travaillait à côté de l'homme, l'artisan, vous connaissez des histoires, j'imagine, de vos parents, de vos histoires
c'était comme ça. On connaissait ça, tout le monde savait ça, et ça arrive à la cassation. Dans cette femme, il y a une affaire donc, de la femme du boulanger, qui va travailler avec cet homme à la boulangerie pendant 50 ans. Elle n'est pas mariée. Donc, si on applique la norme, c'était les années 50, on appliquait la norme de l'adage napoléonien. Les concubins ignorent la loi les ignore. Donc, concubin, eh bien, madame, vous auriez pu vous marier avec votre mari boulanger, et bon, ben là maintenant, vous n'êtes pas marié, vous n'êtes rien. C'est-à-dire, vous venez nous dire que vous avez passé 50 ans, que vous avez participé aussi à la prospérité de la boulangerie et tout ça. Oui, c'est vrai. Mais vous n'êtes rien d'un point de vue juridique. Les concubins ignorent la loi les ignore. Eh bien, le juge se dit, mais c'est pas juste. C'est pas possible. On ne peut pas laisser la concubine comme ça, la délaisser à ses points. Et comme toujours en droit, on essaye d'utiliser les instruments existants. Et à l'époque, on s'était dit, les juges de la cassation se sont dit, eh bien, ne rentrons pas dans la discussion si c'est une conjointe ou pas. Parce qu'évidemment, ce n'est pas la conjointe, parce que c'est une concubine. Mais cette concubine a participé dans la société de cet homme de la boulangerie. C'est une société commerciale. Et donc, les juges vont dire, eh bien, on va considérer les concubinages comme une société de fait. Et la société de fait, donc c'est une figure de droit commercial, on va faire venir le droit commercial pour donner une protection à la concubine, non pas comme imitation du mariage, mais comme participant à la société commerciale de fait. Vous voyez? C'est comme ça qu'on commence à donner des droits. Et on commence à donner des droits aux femmes qui avaient travaillé à côté des hommes et qui avaient même des enfants qui étaient des bâtards. Et ces enfants n'avaient pas non plus accès à la succession. Eh bien, ça évolue jusqu'à l'année 72, ou en 72, on va dire qu'il y a une égalité des enfants nés hors mariage ou des enfants nés dans les mariages. Donc, la légitimation ne passe plus par le mariage, la légitimation passe uniquement par l'établissement de la filiation également de fait. Que les parents soient mariés ou pas mariés, depuis 72, l'enfant est considéré comme un enfant légitime. Bien, jusqu'à ce que la France se fasse condamner plus tard par rapport uniquement à la question spécifique des enfants adultérins. C'est-à-dire ce qu'on appelait les enfants qui sont nés de l'adultère. Mais on faisait payer ces enfants qui étaient adultérins, ne participaient pas de la même manière à la dévolution successorale. Donc c'était injuste aussi parce que les enfants étaient pour rien. Que les enfants soient issus d'un acte qui à l'époque était même condamné pénalement. Enfin bon, c'était l'enfant payé pour l'adultère des parents. Donc ça a changé aussi parce que la Cour européenne a condamné la France. Et aujourd'hui, donc après la réforme 72, c'est toute l'évolution, y compris en matière successorale, tous les enfants, y compris les enfants adultérins, y compris les enfants incestueux, sont des enfants légitimes. La question de l'inceste, donc qu'est-ce qu'on fait avec les enfants incestueux? Ça, on a un problème aujourd'hui avec la levée de l'anonymat. Pourquoi? Parce que vous savez que la levée de l'anonymat a constitué un droit à l'enfant à connaître ses origines. Qu'est-ce que le droit français avait imaginé? Parce que le droit, c'est un mécanisme social. Enfin, qu'est-ce que le droit avait imaginé pour régler un problème si difficile, moralement, humainement, enfin, mais bon, le droit ne fait pas la psychologie. Le droit doit régler d'autres problèmes. Mais on avait considéré que lorsqu'il y avait un enfant qui était issu d'un inceste, que ce soit l'enfant du père avec sa fille, ou du frère avec sa sœur, ou du grand-père avec la petite fille, ou de tout ce qu'on voulait comme figure incestueuse, on avait établi la prohibition de registrer en droit la double filiation. On registrait uniquement la filiation maternelle. L'enfant était l'enfant issu de la mère et l'enfant ne connaissait pas, ou n'était pas censé le connaître, en tout cas ça n'apparaissait pas dans les actes de l'état civil, le père. Parce qu'on ne pouvait pas considérer que le père était à la fois le père et l'oncle, ou le père et les grands-pères. Enfin, c'était juste, bon, pour une question uniquement d'organisation de l'agencement familial. On ne le permettait pas. Et c'est toujours interdit. L'inceste n'est pas interdit. L'enfant qui est né d'inceste
à tous les droits, mais à tous les droits uniquement en situation matrilinéaire, c'est-à-dire il est inscrit comme le fils ou la fille de sa mère. Ou si la mère, par exemple, renonce à sa filiation, l'enfant pourrait être donc considéré uniquement comme l'enfant du père, qui est à la fois le frère ou le grand-père, enfin le frère de la mère, ou l'oncle, le grand-père, vous voyez, bon. Peu importe. On avait réglé uniquement en occultant, si vous voulez, la dimension incestueuse dans les systèmes de l'organisation des actes de l'état civil. Mais maintenant, avec la levée de l'anonymat des donneurs et l'instauration d'un droit à connaître ses origines, les enfants incestueux auront tout à fait le droit de vouloir savoir qui est le père. On n'a pas eu encore de cas en France, mais on a eu des cas en Suède. Et la Suède a dit, mais bien évidemment, cette disposition qui interdit l'inscription de l'enfant dans la lignée incestueuse est contraire aux droits de l'enfant. Et donc en Suède, on a permis aux enfants d'élever l'anonymat et établir une filiation incestueuse. Vous voyez, c'est des choses qui échappent au droit, parce que, bon, considérer que l'enfant a droit à connaître ses origines est tout à fait légitime. Sauf qu'après, quand on ouvre la boîte de Pandore, on voit pas des choses. À l'occurrence, cette épineuse question de la filiation incestueuse. Bien. On était en 72. Bon. Même là, on avait réglé tous les problèmes en matière de filiation. 75, donc le divorce par consentement mutuel. Grand débat. On passe donc évidemment par tous les dispositifs d'égalité de la femme au sein du mariage, à l'intérieur donc que ce soit donc de relations matrimoniales ou concubinaires, également en ce qui concerne la filiation. Donc on va en quelque sorte faire disparaître les frontières de la légitimité, que ce soit par rapport aux concubines, aux concubins, que ce soit par rapport aux enfants illégitimes. On va considérer désormais que pratiquement tout le monde a les mêmes droits, sauf, effectivement, en matière successorale, et ça dépend, parce que, après, la concubine peut aussi aujourd'hui revendiquer un certain nombre de droits successoraux. Bien. Évidemment que, vous savez, quand l'ordre et le système est clos, tout fonctionne très bien. Dans les meilleurs du monde, parce qu'en plus, quand on fait la loi, on fait aussi la manière d'échapper à la loi. Moi, je suis allé voir mon père, vient d'un village près de Naples. Et le jour où la directive européenne oblige les Napolitains à mettre la ceinture de sécurité dans les voitures, ça, je me suis dit, la supériorité du peuple napolitain. Je suis en voiture, évidemment, je mets ma ceinture, et je vois quelqu'un qui me propose un t-shirt avec une ceinture dessinée. Donc j'ai dit, vous voyez comment, dès qu'on fait la loi, dès qu'on oblige les gens à appliquer, à obéir, les gens vont trouver les moyens, justement, de s'émanciper et d'être, donc, insoumis par rapport à cette obligation juridique. Voyez-vous? Donc, exactement ce qui se passe et ce qui s'est toujours passé. Entre-temps, il y a, en France, un drame. Dans les années 80, c'est l'épidémie du sida, du VIH. Et dans l'épidémie du sida, fait que, on a commencé par Michel Foucault, les plus grands philosophes français de l'époque, meurt du sida, et on découvre que Michel Foucault avait vécu pendant 20 ans avec un homme, Daniel Defer, un sociologue. La famille de Foucault, une famille très conservatrice des Poitiers, ne veut rien savoir. Il avait eu toujours des rapports très conflictuels avec sa famille. Eh bien, Daniel Defer est à l'hôpital. Il avait vécu pendant 20 ans avec Michel Foucault. Il savait une vie concubinaire, parce qu'évidemment, le mariage pour tous n'existait pas, même pas le Pax, même pas l'union civile, rien. Même pas le statut de concubin, parce que la cassation considérait que le mariage, que le concubinage était calqué du mariage, et que donc le concubinage ne pouvait être qu'un concubinage hétérosexuel. Eh bien, cet homme qui avait passé 20 ans n'avait même pas le droit de dire au médecin la manière dans laquelle son compagnon avait décidé de mourir. Et Daniel Defer était choqué, puisqu'il dit, mais enfin, je comprends pas, la famille l'a jamais vu. Il y a sa sœur qui vient de Poitiers,
Sa sœur qui vient des Poitiers vient me dire à moi, et vient dire à Michel, comment on doit faire à l'hôpital. Elle n'est pas d'accord avec ce que Michel avait décidé par rapport aux soins, parce que lui, il était un homme très indépendant, mais évidemment, il n'y avait pas à l'époque l'acharnement thérapeutique, mais il savait qu'il y avait l'acharnement thérapeutique. Et lui, il ne voulait pas se soumettre à ça. Et donc, il avait dit clairement, il avait donc considéré que sa personne de confiance était son compagnon, et que c'était son compagnon avec qui il avait dit, mais ça, je vais, ça, je ne vais pas, etc. Et quand il s'arrive à la Salpêtrière, le professeur donc, du département de maladies infectieuses dit, écoutez, ouais, mais moi, je ne peux pas accepter, puisque vous, d'un point de vue juridique, vous n'êtes personne pour Michel Foucault. Donc moi, je suis obligé de suivre ce que la famille m'a dit. Et donc à ce moment-là, il commence à avoir, encore une fois, comme l'histoire de la femme du boulanger, toute une évolution de la jurisprudence, parce que lorsque la cassation, on va dire même en 97, que le compagnon mort du sida est expulsé du logement commun, parce qu'il n'y a pas la signature de deux noms, et qu'on ne peut pas appliquer la loi de 86, qui va considérer qu'il peut avoir un transfert du bail pour la concubine, la cassation va considérer qu'on ne peut pas traiter en matière de transfert du bail les couples concubinaires homosexuels comme la loi de 86 avait traité les couples concubinaires hétérosexuels. La seule disposition qui existait à l'époque, c'était une modification du droit social de 93 qui permettait de donner la sécurité sociale à sa compagne ou sa compagne de même sexe uniquement par donc une sorte de de pirouette juridique où on a établi la notion de bénéficiaire de la sécurité sociale. Bénéficiaire pouvait être autre que le conjoint, pouvait être même un fils adulte qui vivait à la maison, donc légitime à pouvoir avoir donc, la sécurité sociale du titulaire. Mais c'était pas du tout fait ou considéré en fonction de la sexualité des conjoints. C'était bon. Vous les déclarez votre compagnon qui n'a pas la sécurité sociale ou la mutuelle, et la loi de 93 le permettait. C'était tout. Le reste, c'était interdit. Eh bien, la jurisprudence, ça, il y a toujours, en France et dans le monde entier, il y a toujours une distance entre la Cour suprême et les tribunaux de première instance. C'est comme les politiques. Vous voyez, les politiques, eux, ils vivent dans un nuage, dans leur monde, et les gens, nous vivons dans un autre monde. Et les juges des premières instances, ils sont pas dans les nuages de la cassation du Conseil d'État. Non. Ils sont confrontés aux problèmes quotidiens des gens. Donc, ils voient les gens mourir. Ils voient les problèmes que ça produit d'un point de vue en droit social, en droit à l'hôpital, en matière de transfert du bail, en matière de tas de choses, en matière de succession, etc., etc. Donc, il y a une affaire, par exemple, à l'époque, où la personne voulait garder un souvenir. Donc, évidemment, non seulement le compagnon était expulsé, ça c'était tout à fait légal parce qu'il n'y avait pas de transfert de bail. Donc la personne dit, mais bon, la voiture, je n'ai pas pu prouver que la voiture c'était un cadeau parce qu'on n'avait pas gardé les factures. Enfin, comment vous prouvez, c'est difficile à prouver. Et donc la personne se présente donc à un avocat qui dit, mais moi je voudrais garder une lampe que mon compagnon m'avait offerte. Et la mère du compagnon avait dit, non, si vous ne prouvez pas que la lampe est à vous, je considère que c'est à mon fils parce que c'est dans l'appartement de mon fils. Et donc, il n'y a pas de transfert. Il n'a pas pu le prouver. Donc, ça avait choqué beaucoup les juges. C'est-à-dire, on ne peut même pas protéger symboliquement. Une lampe, c'était un cadeau. Mais non, parce que l'autre n'a pas pu prouver que c'était un bien propre. Bien. La jurisprudence commence à essayer de trouver des solutions. Et en même temps, il y a une pression politique. Et vous connaissez tout l'histoire du pacte civil de solidarité, qui va produire également une rupture par rapport à cette idée que le mariage est de nature hétérosexuelle. Et donc, pour la première fois, le pacte civil de solidarité va donner une définition de l'union civile, l'union consacrée par le droit, où la différence de sexe n'est plus une condition sine qua non de l'accès au ius novendi, donc au mariage en quelque sorte, parce que le pacte est une forme de mariage si moderne qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus, mais bien plus d'hétérosexuels qui se paxent que d'homosexuels. La proportion c'est des 80
16 à 4%. Il y a 96 d'hétéros et 4% d'homos. Vous voyez à quel point? Bon, mais pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était tout simple. C'est parce qu'à l'époque, le Pax permettait la liberté de la séparation. Il n'y avait pas les divorces, enfin, il fallait passer par les juges. Donc, effectivement, quand même, dès qu'il y avait le moindre problème patrimonial ou le moindre problème, les juges intervenaient, alors qu'avec le Pax, vous faites un préavis, vous donnez à votre partenaire, pour vous femme, peu importe, vous donnez un préavis des 3 mois et le Pax est fini. Donc, cette grande liberté des ruptures et cette grande liberté de pouvoir après s'épaxer avec une autre personne, devant le notaire, évidemment, donc c'est beaucoup plus, ça correspond plus, je pense, parce qu'il y a un tel triomphe du Pax, et donc je me suis dit, quand les conservateurs disaient, alors attention, parce que le Pax c'est dangereux, mais pas c'est dangereux parce que c'est le premier pas vers le mariage homo, c'est parce qu'il concurrence si bien le mariage que les hétéros vont finir par s'épaxer, vous voyez? Comme finalement à l'époque aussi beaucoup d'hétéros avaient opté pour le concubinage. C'est toujours une question de facilité, si vous voulez. Bien. Donc, on a le Pax, première grande rupture, évidemment, l'ouverture du mariage pour les personnes de même sexe, et puis quelques années plus tard, le mariage pour tous. Et là, on voit que le mariage pour tous déclenche les mêmes grands débats qu'à l'époque du Pax. Donc, on a pu imaginer que, bon, enfin, quand même, 14 ans après, du moment que le Pax a été institué, eh bien, non, parce qu'on touche toujours à quelque chose qui a une espèce de symbole, de sacralité qui est le mariage. Vous voyez, ce que je vous raconte, bien que ce soit attaqué par les concubinages, donc il y a plus de bâtards, il y a plus de différence avec les concubinages, il y a plus de légitimité mais le mariage, en dehors du droit, le mariage demeure dans notre inconscient collectif quelque chose de sacramental. C'est un sacrement en droit canonique. Pour l'Église, le mariage est un sacrement. Et l'union de 2 corps, c'est l'union de 2 corps qui devient un corps. Tout ça, c'est très, dans le droit, ne peut pas rentrer dans cette profondeur. Le droit doit faire avec des choses plus superficielles. Et donc, évidemment que quand les gens étaient contre le mariage pour tous, ce n'étaient pas nécessairement des gens qui étaient homophobes. Il y avait des homophobes, j'imagine, mais pas nécessairement. Mais c'est comprendre à quel point, dès qu'il y a un changement social, dès qu'il y a un changement juridique, il y a donc la mise en question de quelque chose qui est ancré dans la profondeur de notre civilisation. Et le mariage, c'est ces institutions qui, de par l'histoire, ont toujours été ou tenté d'être considérées comme sacrées. Voyez-vous? Eh bien, l'évolution. Mais ce que je veux dire, c'est que cette évolution s'est produite non seulement en matière, quand j'explique à mes étudiants le droit de la famille, je dis le droit de la famille, il y a les droits à une dimension horizontale et une dimension verticale. La dimension horizontale, c'est les conjoints, la dimension verticale, c'est les enfants. Donc la filiation, c'est le vertical, et l'horizontal, c'est le non. Et une dimension extra-patrimoniale et une dimension patrimoniale. La extra-patrimoniale, c'est tout ce qui n'est pas matériel, pour aller vite. Et donc, je dis, si vous faites donc un schéma, vous pouvez contractualiser très facilement tout ce qui est patrimonial et tout ce qui est conjugal. C'est-à-dire, les questions d'argent, des patrimoines entre conjoints, entre concubins, entre pacsés, tout ça c'est facilement contractualisable. Bien que il n'y a pas beaucoup de régimes matrimoniaux. Ça c'est autre chose aussi qui c'est étrange. Enfin, pourquoi il y a 3 régimes matrimoniaux? Alors, c'est comme des contrats d'adhésion, les régimes matrimoniaux. Mais si vous êtes pacsé, vous avez une très grande liberté. C'est ça aussi, les triomphes du Pax. C'est qu'en matière patrimoniale, vous avez une très grande liberté. Vous dites ce que vous voulez du patrimoine. Séparation totale, séparation à moitié, séparation à 3/4. Après, vous pouvez revenir sur cette convention. Alors qu'en matière de convention matrimoniale, il y a 3. Bon, donc, le système légal et puis le système de la division ou les systèmes donc des acquis. Bon, c'est comme ça. Pourquoi? Bon, il n'y a pas une liberté contractuelle. Mais, grosso modo, si vous allez vers le matériel et vers le conjugal, c'est assez contractualisable. En revanche, il y a une grande résistance au contrat en matière des questions extra-patrimoniales et de filiation. Les questions extra-patrimoniales, c'est par exemple les noms des familles. Ça, c'est une question extra-patrimoniale pour la famille. Non. Et ça n'a pas une valeur matérielle, le nom. Ça a une valeur symbolique, Donc, tout ce qui est extra-patrimonial, comme l'image, les noms,
Et la filiation, c'est très difficile à contractualiser. Vous voyez? Bon. Mais, c'est très difficile, mais pas impossible. Déjà, on commence à voir une demande croissante des changements des prénoms des gens qui changent de sexe. On considérait que le prénom était un attribut de la personnalité et donc indisponible. Eh bien, la jurisprudence commence à se trouver face à des gens qui disent « mais moi j'ai fait une opération, j'ai changé de sexe. Donc mon apparence physique ne correspond plus avec ce qui est établi dans les documents d'identité. » Et donc le juge dit « pas question, votre sexe, votre nom, votre prénom, votre image, ça c'est indisponible. C'est ce qu'on appelle en droit l'indisponibilité de l'état civil. » Eh bien, oui, mais à un certain point, puisqu'il y a beaucoup de problèmes. Les gens sont arrêtés à l'aéroport, les gens ne trouvent pas de travail, parce que ça ne correspond pas à la photo avec l'image, soit de l'homme qui devient femme, ou la femme qui devient homme. Enfin, bon, bref. Et comme toujours, nous, en droit, on est confrontés à toutes ces questions, et qu'on est éduqués pour régler ces questions d'un point de vue pratique et pas moral. Parce que les gens peuvent penser ce qu'ils veulent de transsexuels, ou les gens peuvent penser ce qu'ils veulent de homosexuels, ou les gens pensent ce qu'ils veulent de femmes adultérines, enfin peu importe, mais nous, en droit, nous existons pour régler des problèmes. Nous, on est des médecins du social, si vous voulez. Donc, quand il y a des choses qui vont pas bien, il faut quand même trouver des solutions, il faut trouver des médicaments. Bon, les gens changent de sexe. Ah, c'est horrible. Oui, mais enfin, le juge va pas dire c'est horrible. Les gens changent de sexe, c'est tout. Peu importe ce qu'on pense de ça, ou les gens pensent que c'est merveilleux, mais c'est pas la question. Parce qu'il y avait des manifestations, mais non, mais comment les juges vont légitimer, mais les juges ne peuvent pas faire autre chose, parce que les juges ne font pas de la morale, les juges ne font pas de la psychologie, les juges se confrontent à un problème. Quel est le problème? L'apparence de la personne ne correspond pas au document de la personne. Première attitude des juges, c'est, eh bien, on va commencer par ce qui est le plus simple, c'est les changements de prénom. Et donc, on dit, bon, déjà, on va permettre un changement de prénom. Mais après, bon, les personnes voulaient un changement total, y compris les changements du sexe dans les actes de l'état civil. La Cour de cassation dit non, et la Cour de cassation s'est fait condamner en 92 par la Cour européenne des droits de l'homme, l'affaire Botella contre France, et la cassation, donc, départ la condamnation de la Cour européenne de Strasbourg, accepte le changement des sexes des personnes transsexuelles. Avec beaucoup de conditions, tout ce bon. Maintenant, à l'époque, c'était obligatoire de passer par le mécanisme d'opération chirurgicale, d'opération de changement d'apparence physique. Maintenant, c'est plus le cas. Donc, simplement, si la personne décide de changer de sexe, le juge accepte le changement. Donc, vous voyez, une dimension purement extra-patrimoniale, comme c'est les noms et les sexes, va être échangée par la volonté de l'individu, en droit. Et nous sommes encore dans un bastion qui résiste à la contractualisation, qui demeure d'ordre public, c'est la question de la filiation, et en particulier, évidemment, l'exemple traditionnel du contrat de filiation, c'est l'adoption. Mais nous savons aujourd'hui une figure, et je vais finir avec ça, on va ouvrir le débat, c'est la figure de la gestation pour autrui. La gestation pour autrui apparaît comme une figure aussi de la contractualisation de la filiation. Pourquoi? Parce qu'il y a une femme, pas en France, parce qu'en France c'est interdit, une femme, prenons l'exemple de la Californie, puisque c'est beaucoup des gens qui ont les moyens le font là-bas, ou même du Royaume-Uni ou du Canada, parce que c'est différent, parce que c'est altruiste, si vous voulez, là-bas, alors qu'aux États-Unis, vous pouvez payer, vous pouvez avoir accès à la GPA. Donc, la femme qui va accoucher de l'enfant, très souvent, par exemple, dans le droit californien, elle ne doit pas avoir un lien biologique avec l'enfant. Donc, l'ovule, c'est aussi un don qui provient soit de la mère d'intention, soit d'une femme qui est donneuse. Et le sperme, souvent, vient du père d'intention. Donc, souvent, on va demander les services d'une femme à qui on va faire un transfert d'embryon d'un couple, donc, commanditaire, qui est le couple d'intention. Donc, c'est ça qu'on s'appelle la mère porteuse, parce que cette femme ne fait que porter. On ne devrait pas dire mère, parce qu'elle n'a aucun lien de maternité d'un point de vue juridique. C'est simplement la femme qui aura dans son ventre l'enfant pendant 9 mois. Mais comme le droit français dit que
l'accouchement fait la mère. Et automatiquement. Parce qu'à l'hôpital, on vous s'inscrit, c'est même pas la peine. C'est même à la clinique, à l'hôpital, qu'on s'inscrit comme mère dès qu'on savait accoucher. Donc, comme l'accouchement fait la mère, lorsque ces couples-là, qui vont faire une GPA à l'étranger, arrivent en France, ils voient donc un acte de naissance américain, où on voit qu'il y a deux pères. Et on dit, mais c'est pas possible. Donc, une GPA. Puisque la mère renonce à la filiation. En France, on doit même pas passer par un test génétique. Automatiquement, celle qui accouche. Alors que la femme qui accouche aux États-Unis, ce n'est pas la mère biologique, parce qu'elle était donc simplement celle qui avait accueilli l'embryon d'un couple d'intention. Vous voyez? Mais pour le droit français, c'est l'accouchement qui fait la mère. Donc au droit français, on dit mais c'est pas possible. La mère est quelqu'un qui est aux États-Unis, qui n'apparaît pas, puisque ça n'apparaît pas dans les actes de naissance californiens, à l'occurrence, et l'acte judiciaire, parce que c'est donc un juge qui va décider, d'inscrire un enfant comme né de Philippe et d'Éric. Je dis n'importe quoi. Enfin, ou de Marie et de... C'est surtout dans les hommes qu'utilisent la GPA, parce que pour les femmes, c'est la peine. Bien. Problème. 15 ans de lutte judiciaire, parce que les juges appliquent au départ la théorie de la fraude. Mais c'est pas possible, vous ne pouvez pas aller faire aux États-Unis, ce qui est interdit par le droit français. Donc, fraude omni corrupt, et donc la fraude corrompt tout. Du moment que vous allez faire un enfant à l'étranger, comme la fraude, le principe que la fraude corrompt tout, l'acte corrompu, puisque vous venez me dire, État français, d'inscrire un enfant qui est issu d'un acte illégitime, d'un acte qui est illégal. Bon. Mais, l'enfant est là. Et l'enfant est là. Et le droit, l'État français signe une convention, la Convention de New York, qui établit un principe, que c'est le principe du best interest of the child, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, du moment que l'enfant va perdre de droits, on applique la Convention de New York et on dit quel est l'intérêt supérieur de l'enfant. L'intérêt supérieur de l'enfant, ce n'est pas à ne pas s'être inscrit dans les actes de l'État civil français. Donc, les juges commencent à dire il va falloir quand même faire une transcription de l'acte de naissance californien dans les actes de l'État civil français. Et donc commence toute une bataille judiciaire pour l'inscription des enfants nés du GPA à l'étranger dans des pays où la GPA est légale. Cette bataille continue, bon, c'est des années, la Cour de cassation, Conseil constitutionnel, Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme dit, bon, écoutez, la France peut interdire la GPA, il n'y a aucun problème, bien évidemment, la France, c'est ce qu'on appelle la marge d'appréciation de l'État, c'est quelque chose qui est dans l'ordre des droits de la famille, ce n'est pas des compétences européennes, donc évidemment, la France fait ce qu'elle veut avec ses citoyens. Mais, cet enfant est un enfant américain, qui doit demander un titre de séjour, et donc passer par la préfecture, parce que cet enfant a simplement un acte de naissance américain. Donc, beaucoup de problèmes, des problèmes administratifs. Et puis, il se trouve que un des parents meurt. Je vous raconte tout ce qui arrive à la jurisprudence. Mais les parents, le père qui est mort, c'est pas le père qui apparaît comme le père biologique pour la France. C'est pas le père qui était donneur de sperme, c'est l'autre, c'est le mari du père biologique. Et donc, pour la France, cet homme veuf n'a aucun lien avec l'enfant. Donc l'enfant est un clandestin qui n'a aucun droit parce qu'il n'a même pas des parents. Parce que les parents biologiques, le père en question est mort. Donc évidemment, le droit ne peut pas laisser cet enfant dans cette situation. Quoi qu'on pense de la GPA, vous voyez, on regarde toujours la même chose. Quoi qu'on pense de la GPA, c'est le vieux pragmatisme romain. Hein. La loi, s'il dit est une chose, la morale en est une autre. Eh bien, là, il faut trouver une solution. La solution vient de la Cour de cassation, de ce qui est déjà, de ce qui existait déjà à la fin des années 90 en France. Après, dans les débats, si vous voulez, je peux vous expliquer ce que dit la Cour de cassation aujourd'hui. Inscription automatique du père d'intention, dans le cadre d'un couple hétérosexuel,
inscription automatique du père dans pension et adoption de l'enfant par la mère. Ce qu'on appelle l'adoption de l'enfant du conjoint, ce qu'on appelle l'adoption intrafamiliale. On est dans une situation si absurde que la mère qui a donné ce ovocytes est obligée d'adopter son propre enfant biologique dès lors que l'enfant est issu d'une GPA. C'est la situation actuelle. Il va y avoir encore des combats politiques, des luttes judiciaires, etc. Parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'à Paris, ça prend entre 5 et 6 mois, l'adoption intrafamiliale. Mais dans des juridictions d'autres villes ou des juridictions, ça peut prendre un an et demi. Imaginons que pendant cette année et demie ou cette année, il y a le décès de la mère. Ben, l'enfant, déjà, va être privé d'état de droit, y compris des droits successoraux. Donc là, la Cour européenne dit, attention, l'article 8, droit à la vie privée familiale, ce n'est pas uniquement une question des parents. Comme à l'époque, souvenez-vous, quand on disait l'enfant adultérin n'a pas des droits. Mais quelle est sa faute? C'est les parents qui sont adultérins, c'est pas l'enfant. On les appelait les enfants adultérins. Et il n'avait pas ça dans le droit successoraux. Et les juges, tout est enregistré dans la mémoire juridique. Et donc, la même chose aujourd'hui. Alors, écoutez, c'est très bien. C'est horrible la GPA qu'ont fait les parents. Mais ces enfants sont déjà là. Je dis, c'est horrible. Je mets la peau de quelqu'un qui serait contre. Vous voyez? Bon, l'enfant est là. Et cet enfant est là. Et donc, il faut protéger ses intérêts à lui. Et la Cour européenne a dit, appliquons l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et intérêt de l'enfant à être protégé dans sa vie privée. C'est-à-dire, peu importe la manière dans laquelle il a été conçu, que ce soit un enfant abandonné, que ce soit un enfant qui était donc abandonné par accouchement sous X et puis adopté, que ce soit un enfant né par PMA, que ce soit un enfant né par GPA, on ne peut pas faire une distinction dans les droits fondamentaux de l'enfant. C'est-à-dire, on a produit un renversement de la situation et on ne va plus regarder la question de la parenté à partir des adultes, mais à partir des enfants. Et c'est comme ça qu'on a trouvé, encore une fois en droit, un déblocage. Vous voyez donc comment, finalement, c'est l'ego qui est le droit, permet, tant bien que mal, à chaque fois, de trouver une solution. Hélas, parfois, les solutions arrivent tard. Parfois, la GPA, c'est un combat de 15 ans. Les mariages pour tous, c'était un combat de 20 ans. Les combats des concubines, c'était les combats donc des enfants adultérins, des bâtards, étaient un combat de 30 ans. C'est comme ça. Mais il y a toujours des gens qui vont payer les pots cassés. Mais à la fin, bon, jusqu'à maintenant, on ne sait pas s'il y a des règlements politiques, mais à la fin, dans un système démocratique, on arrive toujours à régler les problèmes indépendamment de ce qu'on pense moralement d'une question. Dans les nouveaux couples, enfin, ou filiations, il y a de plus en plus le problème des familles recomposées avec la femme ou l'homme qui n'a pas de filiation avec les enfants de l'autre personne. Je crois que ça pose de plus en plus de problèmes. Est-ce qu'il y a des évolutions qui sont en cours dans ce cadre-là? Merci pour la question. J'avais oublié parce qu'il y a des choses à dire. La récomposition familiale, bien évidemment. Encore une fois, pendant longtemps, dès lors qu'il y avait une séparation ou un divorce et que l'enfant arrivait donc dans une famille où il y avait déjà d'enfants de l'autre conjoint, donc on s'est trouvé les tiens, les miens et les nôtres. Et il y avait des enfants qui avaient donc un lien qui était avec son mère ou avec le père, mais pas entre le coparent ou entre l'autre parent. Et donc, le droit devait régler aussi ces problèmes-là, parce qu'il y avait des problèmes pratiques. C'était des questions qui étaient liées, non pas à la filiation, parce qu'en droit, il faut faire la différence entre la filiation et l'autorité parentale. La filiation est un lien juridique si fort que c'est pratiquement impossible de rompre un lien de filiation, sauf dans l'accouchement sous X, parce qu'il n'y a pas de filiation. On fait comme si la mère n'avait jamais accouché. C'est une fiction juridique, c'est pas que l'enfant est abandonné. On fait comme si cet enfant n'ait jamais eu des liens biologiques avec la femme qui l'abandonne. Vous
voyez, c'est une invention donc juridique qu'on appelle l'abandon légal ou l'accouchement sous cise. Mais en dehors de cette situation particulière, vous n'êtes jamais déchu de la filiation. Vous pouvez être une mère prostituée, droguée, assassine, dangereuse pour l'enfant, tout ce que vous voulez. Mais vous ne perdez pas la qualité de mère juridique. On peut retirer l'enfant. Et l'enfant peut être placé dans une autre famille, dans ce qui était l'époque de la DAS, enfin la direction de l'enfance, tout ce que vous voulez, parce qu'évidemment, si l'enfant est en danger, on ne va pas laisser l'enfant avec une mère qui est donc en danger pour l'enfant. Mais quand on enlève l'enfant de cette femme, on ne lui enlève pas sa filiation. Cette filiation est d'ordre public, elle est maintenue. La seule chose qu'on va faire, c'est elle va être déchue, ou lui, si c'est un père, par exemple, dangereux, elle ou lui va être déchu de l'autorité parentale. Donc la déchéance de l'autorité parentale est possible, mais pas la déchéance de la filiation. Et plus tard, quand il y a eu les histoires dans des familles récompensées, on a utilisé cette figure de l'autorité parentale à dire, bien, si on peut avoir la déchéance de l'autorité parentale, pourquoi ne pas s'imaginer autre chose? Par exemple, la délégation de l'autorité parentale. C'est-à-dire, on va passer un acte juridique par lequel, toi, mon nouveau conjoint, tu n'as aucun lien avec mes enfants biologiques de mon ex, mais avec l'accord de mon ex, parce que les enfants vivent chez nous, tu auras l'autorité parentale. Et donc ces enfants seront toujours les enfants de mon ex, qui peuvent même porter les noms des familles et tout, et continueront à être les enfants de mon ex, mais vis-à-vis de toi, mon nouveau conjoint, ou mon nouveau concubin, ou mon nouveau passé, eh bien, je peux déléguer, enfin mon mari peut déléguer l'autorité parentale avec un accord intrafamilial. Donc la notion de délégation de l'autorité parentale était une notion pivot dans tout ce qui est l'organisation des familles récomposées. Mais en dehors de la délégation de l'autorité parentale ou dans les cas spécifiques de ce qu'on appelle la garde de l'enfant quand l'enfant est mineur, ou dans des situations de tutelle spécifiques, parce que parfois il y a des problèmes uniquement à l'école, où les parents, le conjoint, le nouveau conjoint de la mère doit signer à l'école, à l'hôpital, tout cela. Donc on peut permettre qu'il y ait des délégations partielles, vous voyez. Donc on a trouvé toujours, mais ça c'était, à mon avis, tout cela a été fait assez facilement, beaucoup plus facilement, parce que je pense que la réalité sociale de la famille récompensée était telle dans les dernières 50 ans, qu'il y a eu une pression de son organisation familiale, et bien une pression qui venait des juges, de dire, mais on ne peut pas attendre que le père biologique arrive, alors que l'autre n'a absolument, on part en vacances, moi, les enfants sont en vacances avec moi depuis 20 ans, moi, je n'ai même pas signé pour la piscine du village où on est en vacances. C'est absurde, ou en voyage, vous voyez. Donc, ça, on l'a beaucoup réglé par cette notion de délégation de l'autorité parentale. On n'a pas parlé de la PMA. Donc. Déjà, merci beaucoup pour la clarté de vos propos et la façon dont vous faites coïncider l'histoire et le droit. Voilà, c'était passionnant. Moi, j'ai deux questions. Je voulais juste, ça m'intéressait aussi beaucoup la belle parentalité, je ne sais pas comment l'appeler. Je connaissais pas cette délégation d'autorité parentale. En termes de droit, moi, je me demandais si, en cas de décès du parent biologique, est-ce que le beau-parent, la belle-mère ou le beau-père peut avoir des droits pour continuer à avoir l'enfant dans le cas où il y a une éducation sur plusieurs dizaines d'années et d'un héritage émotionnel? Oui, c'est ça, émotionnel, parce que patrimonial, c'est plus compliqué. Mais, en fait, il y a eu des propositions de loi pour donner un statut du beau-parent. Parce que là, vous voyez, vraiment, on a besoin d'un statut du beau-parent. Le problème, c'est quand il y a un conflit entre le beau-parent et les parents biologiques. Donc, le parent biologique, du moment que le parent biologique accepte que l'enfant puisse vivre dans la famille de son ex, et donc avec un autre homme, en l'occurrence, qui serait le beau-père, a priori, il va au moins déléguer un droit de garde par rapport à l'enfant, vous voyez, et donc il aura la possibilité d'avoir un droit de visite. Mais, dans ces cas en question, ce qui va primer, c'est toujours la filiation. Et la filiation avec le père. Donc, il ne pourra pas, par exemple, avoir des droits successoraux avec le beau-père.
Ça, on aurait pu imaginer, mais il y a des propositions de loi, il y a des questions qui bougent, mais ça, le législateur doit intervenir parce que tout ce qui est filiation en droit, c'est quand même pas contractualisable. C'est très difficile, c'est toujours des principes d'ordre public. Et donc, vous voyez, les juges hésitent et disent, mais nous, on va pas faire le boulot du législateur. Donc, Sarkozy voulait une loi sur les statuts de grands-parents. C'est pas passé. Mais ça, c'est important de l'avoir, vous voyez, parce que parfois, c'est les cas par cas. Et dans les cas par cas, on peut trouver une solution. Mais parfois, il n'y a pas de solution, parce que si la personne meurt et que le parent biologique va décider de reprendre l'enfant, du moment que vous êtes donc père ou mère biologique et vous savez l'enfant avec vous, automatiquement, ça revient à vous, l'autorité parentale. Et la personne qui a vécu pendant 30 ans ou 20 ans avec cet enfant perd, comme vous dites, tout l'héritage affectif. Donc là, c'est des questions que nous devons régler. Il y a toujours des solutions et arrivent après des questions à la cassation, mais je pense que là, il faut qu'on établisse un véritable statut de beaux-parents pour régler une fois pour toutes ces questions. Mais, encore une fois, comme je vous dis, la dimension filiation, c'est très difficile de rompre par la volonté. En espagnol, on dit « la sangre es más espesa que l'agua ». Vous voyez, c'est le sang est plus épais que l'eau. C'est une manière de dire, je me souviens qu'il y avait des grands-mères comme ça qui disaient ça, c'était le sang, c'est tellement fort, non, l'idée que les liens du sang, vous voyez, dans la tradition latine, hein, c'est plus de l'eau, quoi. Donc, attention, on peut pas les rendre comme ça. Et ça, on le voit en droit. C'est quelque chose qui vient de la sagesse populaire. Ça se reflète aussi dans la norme juridique, vous voyez. Je voulais juste poser une question, mais ça n'a pas vraiment de rapport avec la famille. Avec le contrat. Avec le contrat, pardon. Bah, si c'est avec on parlait du changement de sexe tout à l'heure. Oui. J'ai pu voir des reportages ou des articles sur des gens qui ne voulaient pas être affiliés à un genre et qui voulaient changer leur, qui voulaient changer ça sur leur état civil. Est-ce que la loi est en train de réfléchir à ça? Enfin, les législateurs réfléchissent à ça? Oui, absolument. Donc, il y a eu les cas. Donc, il y a un cas d'un homme qui est avec une femme et cet homme a 2 ou 3 enfants avec cette femme et à un certain âge, cet homme décide de changer de sexe. Cet homme change de sexe, change son apparence, tout, mais la loi ne l'oblige plus à changer physiquement, c'est-à-dire il n'y a pas une obligation de, par exemple, faire une ablation du pénis, ça c'est fini. La loi, à l'époque c'était comme ça, mais maintenant c'est plus le cas. Donc c'est-à-dire que cet homme s'est fait appeler, je pense, Clarisse, je me souviens bien son prénom de nouveau, donc va être considéré juridiquement comme une femme, mais va avoir un enfant avec sa femme. L'enfant va naître tout à fait naturellement, parce qu'il a un pénis et il a du sperme, enfin, il a même pas passé par une reproduction artificielle. Il continue à avoir des rapports sexuels avec sa femme, mais lui, c'est considéré comme une femme, il a changé même son prénom, sa femme est d'accord, il n'y a pas eu de problème, ses enfants sont d'accord, donc il va naître un 4e enfant, mais lui, il n'est plus homme, il est femme. Et donc cet enfant naît. Donc, très bien, l'enfant naît, donc quand il arrive à l'état civil, il dit, ben bon, l'enfant évidemment s'est inscrit automatiquement comme l'enfant de sa femme, et lui, il est à l'état civil, il dit, bah, voilà, alors vous s'appelez comment? Je m'appelle Clarisse. Et qui est le père? C'est moi le père, parce que je suis transsexuel, mais je suis le père. Et donc, l'état civil dit, mais non, c'est pas possible. Enfin, si vous êtes le père, on va inscrire dans l'acte de l'état civil, mère, le nom de la mère, le prénom de la mère, père, Clarisse Dupont. Il dit, non, mais non, je ne veux pas apparaître comme le père. Il peut essayer, c'est pas possible. Enfin, la loi ne peut pas, on ne peut pas vous inscrire comme mère, parce que, sauf dans les cas d'une PMA, avec un couple de lesbiennes, la loi ne permet pas la double filiation maternelle. Donc, vous n'êtes pas lesbienne, vous n'êtes passé pas par la PMA, donc je ne peux pas vous inscrire comme la mère. Appel, cour d'appel de Montpellier. Toujours le problème du juge. Alors le juge dit oui, mais enfin, mais si lui il veut pas être le père, quand même, on va pas l'obliger à apparaître dans les actes de l'état civil comme père. Et donc la cour de Montpellier, comme on fait toujours en droit, dit bon, écoutez messieurs, on va pas vous inscrire comme père parce que visiblement c'est quelque chose qui vous gêne énormément. Et on comprend, parce que c'est votre vie privée, ce que vous voulez. Donc on va pas mettre père, on va mettre parent biologique. Et dans l'acte de naissance, mère Nathalie
Parents biologiques, Clarisse. Ah non, moi je ne veux pas être parent biologique. Bon. Appel, arrive à la cassation. Et la cassation dit, mais parents biologiques, c'est quoi? C'est pas une catégorie du droit. Ça n'existait pas, parents biologiques. C'est oui, la biologie, c'est oui, mais en droit, il n'y a pas, donc, un statut. Soit vous êtes parents adoptifs, soit vous êtes parents biologiques, soit vous êtes biologiques charnels, soit vous êtes donneur anonyme de sperme ou d'ovocytes, et c'est la PMA, soit vous savez être une famille monoparentale par adoption, tout ce que vous voulez, mais pas, on ne peut pas inscrire dans l'acte de naissance parents biologiques. Donc, la cassation dit hors des questions, et vous savez comment les systèmes fonctionnent en France, du moment que la cassation se prononce sur le fond, et envoie, donc, ce qu'on appelle la cour de renvoi, à une autre cour d'appel, à l'occurrence la cour d'appel de Toulouse. Dans la grande majorité des cas, les cours de renvoi obéissent à la cassation. Et donc, la cour de cassation dit, pas question. La cour de renvoi, c'est la cour de Toulouse, et la cour de Toulouse dit, eh bien, pour nous, il y a deux mères. Une mère gestationnelle et une mère biologique. Donc, une mère qui a été biologique et qui a permis la gestation de l'enfant, et une autre mère qui a donné son sperme, mais elle se considère comme mère, donc on va inscrire deux mères. Et donc, la question est là aujourd'hui. Mais c'est une cour de renvoi qui l'a dit. C'est la cour d'appel de Toulouse. Est-ce que la cour de cassation va réagir? On ne sait pas. C'est très difficile qu'il y ait une réaction de la cour de cassation. Mais, dans l'état actuel, en quelque sorte, la cour de Toulouse se rebelle contre la cour de cassation, et dans la figure de la cour de renvoi, au lieu d'appliquer ce que la cour de cassation dit, donne raison à la plaignante, à Clarisse en question. Et on a pu donc faire un dédoublement de la maternité, parce que sinon il fallait passer par une PMA, mais c'était pas le cas. Donc dédoublement de la maternité, parce qu'ils disent, ben oui, mais en fait, il y a une mère juridique, il y a une mère biologique, et c'est tout que la mère juridique a un pénis et du sperme. On va la considérer aussi comme mère. Vous voyez comment tout ça, ça montre aussi quelque chose de fascinant du droit, c'est que le droit construit parfois ces réalités de ce que les Romains appelaient la fictio legis. Souvenez-vous de l'histoire où le petit enfant adoptait son grand-père. C'est aberrant. Qu'est-ce que c'est ça? C'est va contre l'ordre des générations. Comment on fait ça? On le fait simplement pour régler un problème des droits successoraux. Et là, pareil, on le fait parce que la personne est une femme, juridiquement parlant, mais comme elle peut garder toute cette capacité procréationnelle, procréative, bon, ben, par les voies naturelles, cette femme, il se trouve qu'elle peut faire un enfant à une femme. Donc c'est finalement une PMA naturelle entre deux femmes, dont l'une maintient son pénis et son sperme. Une question que je vais poser, est-ce qu'il y a des droits ou devoirs entre frères et sœurs? Est-ce que c'est uniquement, je dirais, vertical, c'est-à-dire une génération à l'autre, ou est-ce qu'il y a aussi une partie du droit sur les rapports entre les frères et sœurs, donc je dirais horizontal? Oui, il y a des droits et des obligations. Donc surtout, évidemment, c'est en matière verticale, et aussi, je fais une parenthèse par rapport à ce qu'on appelle en France la belle famille. Bon. Ça, c'est étrange, parce que les étudiants me disent, je pose la question à les étudiants, donc, on doit de la famille, et je dis, mais le mariage, c'est l'union de deux personnes? Oui, mais c'est bien sûr. Ben, j'ai dit, non. Le mariage, c'est l'union de deux familles. Mais comment de deux familles? J'ai dit, mais toi, tu es avec Marie. Toi, tu as choisi Marie. Mais est-ce que toi, tu as choisi la mère de Marie? Ah non, je la déteste. Eh bien, toi, tu as une obligation alimentaire vis-à-vis de ta belle-mère si elle se trouve dans l'impossibilité. Tu n'as pas choisi ta belle-mère, tu as choisi ta femme. Mais regarde comment le droit a fait de cette union, non seulement l'union, ça c'est pour ça que le Pax fonctionne aussi bien, parce que le Pax ne produit pas la belle famille. Vous n'avez pas d'obligation alimentaire avec la belle-mère ou la belle famille en général. Mais vous avez aussi une obligation vis-à-vis de la belle famille. Et vis-à-vis des frères et sœurs, donc il y a une obligation, et ça c'est très pervers, parce que ça, pour moi, c'est la manière que l'État a trouvé de se défausser des problèmes économiques, à dire maintenant, et on le voit systématiquement, dès qu'il y a un frère ou une sœur qui se trouve dans la nécessité,
on va demander une obligation alimentaire de la personne qui se trouve donc en situation, disons, économiquement de bienséance. Enfin, vous voyez, donc, on ne faisait pas, non, parce qu'en fait, on avait imaginé que ces droits sociaux sont individuels, mais il y a une obligation de secours et une obligation alimentaire dès lors que la personne se trouve dans l'impossibilité d'une situation d'urgence, d'une situation dont c'est pas uniquement une obligation morale, vous savez aussi une obligation vis-à-vis du frère ou de la sœur qui serait en situation d'impossibilité à subvenir à ses besoins. La question ne se posait pas du moment que l'État social fonctionnait bien en France. Vous voyez, parce qu'effectivement, la prise en charge d'une personne qui se trouve dans la nécessité, c'est l'État qui permettait de le faire par le mécanisme de l'État-providence, de la sécurité sociale. Mais c'est trouve aujourd'hui qu'il y a une telle précarité et on a utilisé cette figure de la situation d'une obligation d'assistance entre frères et sœurs. Là, vous voyez, ça montre à quel point, finalement, l'État met la charge dans la famille horizontale et pas simplement entre les parents ou les enfants, parce que les enfants aussi ont une obligation alimentaire vis-à-vis de ses parents. Hein. C'est pas simplement les parents vis-à-vis des enfants. Mais on découvre aussi de plus en plus ces situations qui est assez insolite, qu'il y a aussi des obligations alimentaires vis-à-vis des frères et sœurs qui sont dans une grande nécessité. Hein. C'est pas des cas où je vais changer la voiture, c'est pas ça. Mais des situations où on voyait aussi que comment finalement la crise de l'État-providence fait émerger des obligations de la famille. Vous voyez? Merci pour votre conférence. Je voudrais savoir quelle est l'obligation d'un père de famille qui est remarié par rapport à un enfant qu'il a eu hors mariage. Enfin, un premier enfant qu'il a eu hors mariage. Est-ce qu'il y a une obligation? L'enfant et le père est un père biologique. Oui. Il a eu un enfant. Et après, il s'est marié. Il a eu des enfants avec une autre femme. Oui. Bien. Si, absolument. Je dis à mes étudiants, faites attention, surtout les hommes. Les garçons. Écoutez. Je vous explique la situation très rapidement. Un coït fécond fait d'un homme un père. Par une action qui s'appelle l'action en reconnaissance de paternité. Il n'y a pas en France une IVG masculine et il n'y a pas en France un accouchement sous sexe masculin. En France, il y a un préservatif et une pilule. L'homme peut prendre un préservatif, la femme peut prendre une pilule. Si la femme fait une attestation médicale fausse, tout ce que je vous dis, c'est la jurisprudence, hein. La femme fait une attestation médicale fausse et la vente et la trafiquée. Et elle dit à son compagnon ou au l'homme qu'il a connu le week-end, t'inquiète pas, je prends des pilules, tout est sous contrôle, donc c'est pas la peine d'utiliser un préservatif. Même les comportements dolosifs de la femme obligent l'homme, par l'action en paternité, à devenir père. Avec toutes les obligations matérielles, y compris sur sexe oral. Donc, la jurisprudence parle aujourd'hui de père portefeuille, de paternité imposée, parce qu'évidemment, donc il y a des cas, on peut se dire qu'il y a des cas que c'est normal, mais même dans ces situations où la femme a menti. Vous voyez, je vous donne l'exemple le plus extrême. Combien la situation de la preuve d'ADN en matière d'action de reconnaissance en paternité est une arme atomique pour la femme. Si la femme, quand l'enfant est mineur, en tant que donc, représentante légale de l'enfant, elle peut exercer l'action en reconnaissance de paternité vis-à-vis de l'homme en question. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire cet homme? Dire, moi, je ne me soumets pas à la preuve d'ADN. Très bien. Évidemment, on ne peut pas porter atteinte à votre intégrité physique. On ne va pas vous voler la salive ou des cheveux, ou vous imposer, ou vous enchaîner pour vous enlever de la salive ou du sang pour faire une preuve génétique, un test d'ADN. Mais qu'est-ce que la justice a dit? Si vous vous soumettez pas, on considère que vous êtes le père. C'est pas grave. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que j'ai dit à mes étudiants, mes garçons, j'ai dit, attention, parce que même, après, vous venez dire, ah, mais ma copine m'a menti, ben, les juges disent que c'est pas grave, parce que, qui fait l'enfant peut l'assumer. Oui, mais la femme peut l'avorter contre la volonté du père. La femme peut avorter contre la volonté même du mari.
il y a eu quelques situations où le mari a pu obtenir un divorce pour faute. C'était les cas, encore la jurisprudence, ça, je vous donne toutes les références, ça, les étudiants doivent le savoir avec toutes les références, l'année, la cour, tout là, je vous épargne tout ça. Mais c'était dans une famille catholique, donc pour lui, c'était très important d'avoir un enfant, et lui était contre l'IVG, elle aussi, mais elle s'est trouvée avec un enfant qu'elle ne voulait pas. Et donc la femme peut faire une IVG, contre même la volonté du mari. Le mari dit, mais moi j'étais contre, elle avait annoncé ça, je ne voulais pas, elle a tout fait, elle avait demandé au procureur, elle a dit, écoutez, les droits à l'IVG, c'est un droit personnel et absolu de la femme. Vous ne pouvez pas forcer à une femme à avoir un enfant qu'elle ne veut pas. Et lui dit, mais moi, mais l'enfant, c'était aussi mon enfant. Et nous, on est un couple catholique, on est un couple pratiquant. Nous, on trouve que l'IVG, c'est un homicide. Et moi, je veux cet enfant. À la limite, pourquoi elle accouche pas aussi, que je fais une reconnaissance prénatale, peu importe. Le droit d'IVG est un droit absolu du corps de la femme et la femme sur son corps. Eh bien, là, la seule chose dans cette situation si extrême que cet homme a pu obtenir, c'est un divorce, alors qu'il était même contre le divorce, parce qu'il était catholique, mais il a obtenu un divorce pour faute de la femme, non pas parce qu'elle fait une IVG, parce qu'on ne peut pas dire ça, mais parce qu'elle a eu un comportement qui rend impossible la vie commune. Parce que les valeurs sur lesquelles était fondée la vie commune de ces couples étaient telles qu'une IVG non voulue par le père fait rompre toute confiance, ce qu'on appelle une impossibilité à maintenir le lien conjugal et donc la paix de la vie commune. Vous voyez? Donc, il n'y a pas d'échappatoire. À la limite, la seule chose qu'on a pu évoquer en jurisprudence, c'était une responsabilité de la femme, en disant, mais puisque vous l'avez fait sur le dos de cet homme, cet enfant, vous devez assumer quand même une responsabilité, puisqu'en fait, l'homme ne le voulait pas. C'est pas un accident. Vous savez très bien que l'homme ne le voulait pas. Eh bien, le juge a considéré qu'il ne pouvait même pas avoir une action en responsabilité de la part de la femme. Donc, obligation alimentaire et obligation successorale. Bon. Donc, il faut faire plutôt comme enregistré, qui a trouvé un homme riche. Comme ça, il a 3 000 € de pension alimentaire tous les mois, et puis une succession, je ne vous dis pas, de la fille de... Et bon, il a su bien faire un enfant avec qui il fallait. Voilà. Donc, il connaissait bien les droits, il était ministre de la Justice. J'ai une question, c'est lorsque des parents, pour des raisons X et Y, décident d'émanciper un enfant. Alors, quels sont les droits des parents vis-à-vis de cet enfant émancipé et si l'enfant décide de s'émanciper lui-même? D'accord. Bon, pour penser la figure de l'émancipation, il faut... je vous donne un peu l'explication historique, parce que ça, vous allez mieux comprendre. L'émancipation est une figure qui apparaît en droit commercial. C'était surtout, vous savez, à une époque, surtout, je veux dire, pas très lointaine, hein, les enfants, surtout les garçons, travaillaient comme artisans et commençaient à avoir des commerces à l'âge de 14 ans. Et donc, à un moment, la majorité, c'était 21 ans. Donc, vous savez, vous dépendez de vos parents, même sur le plan commercial, et bon, vous ne pouvez pas ouvrir un commerce ou avoir... Donc, on a trouvé... Vous savez, c'était la pratique, c'était que l'enfant commençait à travailler à 14 ans, mais qu'il était dépendant complètement de ses parents et l'autorisation des parents pour ouvrir une boutique, enfin, vous pouvez être, je sais pas, plombier, facturer, tout ce que vous voulez. Donc, les droits commerciaux a dit l'émancipation. Mais à l'origine, l'émancipation est une figure commerciale. C'est-à-dire permettre à l'enfant de s'émanciper de la tutelle des parents vis-à-vis du commerce. Mais après, c'est élargi, l'émancipation. Qu'est-ce que c'est que l'émancipation? L'émancipation, c'est comme une sorte de délégation de l'autorité parentale de vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire, on va suspendre la tutelle légale automatique que vous avez en tant que mère ou père. C'est-à-dire que quand vous êtes parent, vous avez une tutelle légale vis-à-vis de l'enfant jusqu'à la majorité. Et donc, vous êtes les représentants légaux et vous êtes aussi responsables vis-à-vis de l'enfant, à certains égards, puisque vous êtes les représentants de cet incapable. L'émancipation fait comme si c'était une naissance naturelle. Et un enfant qui naît à 7 mois au lieu de 9 mois. Donc le droit fait naître quelqu'un plus tôt. Donc au lieu d'attendre, il y a beaucoup de majorités. La majorité classique c'est 18 ans. Et après la majorité sexuelle, la majorité commerciale, enfin même disons 18 ans.
Hein. Donc, on peut faire comme si cet enfant était un enfant capable avant 18 ans. À l'origine, c'était pour les questions d'affaires commerciales, les questions d'affaires. Maintenant, on peut le faire pour toute autre chose. Et donc, l'enfant sera donc émancipé de la tutelle des parents, mais il aura toujours la filiation, sauf que il ne sera plus soumis à l'autorité parentale. C'est tout. Mais vis-à-vis de la filiation, il y aura toujours des droits et des obligations, y compris en matière successorale. Hein. C'est pas parce que vous êtes... Si vous êtes émancipé, c'est comme si vous allez, fêter votre anniversaire de 18 ans plus tôt. C'est tout. Et ça s'est produit, c'est que c'est fait là. Mais ce n'est pas parce que vous avez 18 ans que vous perdez toute obligation et droit vis-à-vis de vos parents. Non. Sauf que là, vous avez une pleine capacité. Et donc, l'émancipation produit cette capacité pleine avant les 18 ans. Mais, c'est un contrôle judiciaire, tout ça. C'est fait pas comme ça. C'est pas, il faut prouver pourquoi, pour quelle raison. Les juges font une enquête, hein. C'est pas, tu m'achètes pas la glace, je vais m'émanciper de toi. Hein. Non. Oui, parce que c'est comme ça maintenant, hein, souvent. On entend les enfants, 14 ans, ils pensent qu'ils peuvent se... Non, 18 ans. Après, l'émancipation est une figure qui permet de récupérer la capacité. Mais sinon, le reste continue demeure comme si vous étiez vis-à-vis de vos parents en matière de filiation, toujours J'espère que ça vous a donné envie de lire le droit et de croire que le droit est aussi passionnant que la littérature et d'autres disciplines. Parce que les pauvres droits ont une si mauvaise presse en France qu'il faut quand même faire naître, en tout cas, l'intérêt pour le droit. J'ai dit, vous savez, il y a que les écrivains, les curés et les juristes qui connaissent l'âme humaine. Parce que quand vous regardez toutes les chroniques judiciaires, quand vous êtes au confessionnel, ou quand vous êtes un écrivain, vous savez très bien que une chose, c'est l'idéal de vie, autre chose, c'est la vie. Et nous, on est en confrontation permanente avec la vie trouble comme elle est. Merci. Merci.